Nous sommes en janvier 1961, quelque part sur les routes verglacées des Alpes, et un homme, au volant d'une berline familiale à 6 places, vient de comprendre une chose que personne dans le paddock n'osait imaginer. Devant lui, il n'y a plus grand monde. Derrière lui, une meute de voitures bien plus puissantes, bien plus chères, bien plus prestigieuses, patine et déroute dans la neige fondue. Et cette berline tranquille, avec son petit moteur qui ronronne comme une grosse moto, avale les virages du rallye de Monte-Carlo comme si de rien n'était. Le conducteur s'appelle Maurice Martin, son copilote Roger Bateau, et leur voiture n'a que 2 cylindres. 2, pas 4, pas 6, pas 8. 2 petits pistons à plat, refroidis par air, 851 cm3 à peu près la cylindrée d'une motocyclette un peu costaude. Et pourtant, dans quelques jours, cette machine improbable va faire quelque chose d'absolument scandaleux pour l'époque. Elle va placer 3 Panhard aux 3 premières places de leur catégorie dans ce rallye le plus célèbre du monde. Comprenez bien l'ampleur du sacrilège. Le rallye de Monte-Carlo en ce début des années 60, c'est la grand-messe de l'automobile européenne, l'épreuve où les grands constructeurs viennent prouver leur virilité mécanique. On y croise des Porsche allemandes taillées pour la performance, des Auto Union et des DKW, des NSU nerveuses, des Renault Dauphine par dizaines. Et au milieu de ce concert de muscles, débarque une voiture que le Français moyen associe à son oncle, à son curé de campagne, à la famille nombreuse qui part en vacances vers le sud avec les valises sur le toit. Une familiale, une vraie. 6 places, un coffre honnête, une silhouette un peu bizarre, tout en angle depuis son restylage. Personne, absolument personne, ne la prend au sérieux comme une arme de course. Et c'est exactement là que réside le génie de cette histoire. Parce que ce mépris général va se transformer en l'une des plus belles gifles de l'histoire du sport automobile français. Mais avant de vous raconter comment cette gifle a été distribuée, il faut que vous compreniez d'où sort cette voiture, et surtout d'où sort la marque qui l'a construite. Parce que Panhard, à ce moment précis de l'histoire, n'est pas une marque comme les autres. C'est une survivante. Une vieille dame que tout le monde croyait finie, presque enterrée. Et quand je vous aurai dit qui était vraiment Panhard, vous comprendrez à quel point cette victoire ressemble à une revanche. Remontons le fil. La maison Panhard et Levassor n'est pas une marque parmi d'autres dans le paysage automobile. C'est la plus ancienne du monde, ni plus ni moins. Fondée dans les années 1886-1887 par 2 hommes, René Panhard et Émile Levassor, elle fut littéralement le premier constructeur automobile de la planète à produire des voitures en série dignes de ce nom. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. Avant Renault, avant Peugeot dans l'automobile, avant Citroën qui ne naîtra que bien plus tard, il y avait déjà Panhard et Levassor qui vendaient des voitures, qui inventaient des solutions techniques, qui définissaient ce qu'était une automobile. Cette maison a posé les fondations de tout un art. Elle a été pendant un temps le sommet absolu de l'industrie naissante, la référence que le monde entier regardait. Alors comment diable une telle pionnière, une telle légende vivante, s'est-elle retrouvée quelques décennies plus tard, reléguée au rang de curiosité, presque oubliée, obligée d'aller chercher sa gloire dans un rallye avec une berline à moteur de moto? La réponse tient en quelques mots durs mais vrais, une politique commerciale excentrique. Panhard avait le génie technique, elle avait le prestige historique, mais elle n'avait pas la discipline froide du marchand. Pendant que d'autres apprenaient à vendre en masse, à baisser les prix, à séduire le grand public, Panhard restait fidèle à ses idées, parfois brillantes, parfois têtues, souvent trop coûteuses ou trop compliquées pour conquérir les foules. Et le marché, lui, ne pardonne pas. Peu à peu, la première marque du monde a glissé, glissé encore, jusqu'à perdre ce statut royal qu'elle avait bâti la première. Et le coup de grâce symbolique arrive après la guerre. Quand la France exsangue veut relancer son industrie automobile, elle établit un plan, le fameux plan Ponce, censé organiser la renaissance des grands constructeurs nationaux, distribuer les rôles, l'acier, les moyens. Et dans ce grand plan de résurrection, savez-vous quelle place on réserve à la doyenne, à la marque qui avait tout commencé? Presque rien. On l'oublie, on la met de côté. La plus ancienne marque automobile du monde, celle qui avait montré le chemin à tous les autres, se retrouve traitée comme une vieillerie encombrante dont on ne sait plus trop quoi faire. Imaginez l'humiliation pour les héritiers de cette maison, voir des marques bien plus jeunes recevoir les honneurs et les moyens, pendant que le pionnier absolu
et prier de se débrouiller dans son coin. C'est ici que naît la rage qui va tout changer. Car une marque qu'on humilie a deux options: mourir en silence ou se battre autrement. Panard, elle, choisit la seconde voie. Et elle l'a choisie avec une intelligence qui force le respect. Puisqu'on ne lui donne ni la taille, ni les moyens des géants, elle va jouer sur un tout autre terrain: la légèreté, l'ingéniosité, l'aluminium, le rendement. Là où les autres empilent les cylindres et les kilos, Panard va faire le pari inverse, celui de la finesse, de la voiture qui fait beaucoup avec très peu. Et ce pari, ce choix presque philosophique de la légèreté contre la force brute, c'est précisément ce qui va conduire, quelques années plus tard, à ce moment ahurissant où une simple familiale de province viendra faire tomber des voitures que tout opposait à elle. Vous voyez le paradoxe dessiné? La marque la plus vieille du monde, celle qu'on avait mise au rebut, s'apprête à donner une leçon à toute l'Europe motorisée avec ce que le marché considérait comme un handicap, un tout petit moteur. Ce que les autres voyaient comme une faiblesse ridicule, Panard va en faire une arme redoutable. Mais pour comprendre comment deux malheureux cylindres ont pu terrasser des mécaniques bien plus grosses, il faut d'abord comprendre comment est née cette PL17 précise, pourquoi elle porte ce nom étrange et pourquoi ses formes anguleuses cachaient un monstre d'efficacité. Pour renaître, il fallait d'abord oser une idée folle, et cette idée portait un nom: la Dyna. Au lendemain de la guerre, alors que la marque cherche désespérément une voie de salut, ses ingénieurs font un choix radical qui va définir toute la personnalité de la maison pour les années à venir. Plutôt que de copier les autres, plutôt que de fabriquer une berline classique en acier lourd comme tout le monde, ils décident de construire des automobiles autour d'un seul principe presque obsessionnel: enlever du poids. Partout, tout le temps, l'aluminium devient leur matériau fétiche, la chasse aux kilos superflus leur religion. Et quand on y réfléchit, quelle audace pour une entreprise au bord du gouffre, là où le bon sens commercial aurait dicté la prudence, l'imitation, la sécurité. Panard choisit l'exact inverse, se distinguer par une philosophie technique que personne d'autre n'ose pousser aussi loin. Cette obsession de la finesse, ce n'était pas un caprice d'ingénieur en mal de reconnaissance, c'était une stratégie de survie brillamment pensée. Voyez-vous, une voiture légère, c'est une voiture qui a besoin de moins de puissance pour avancer, donc de moins d'essence pour rouler, donc de moins d'argent dans les poches d'une clientèle française qui, dans les années 50, comptait chaque franc. Une voiture légère, c'est aussi une voiture qui freine mieux, qui use moins ses pneus, qui tient étonnamment bien la route. Panard avait compris quelque chose que les gros constructeurs, arc-boutés sur leur mécanique massive, semblaient ignorer avec superbe. Dans l'automobile, le poids est l'ennemi numéro 1. Et cette leçon, cette petite marque humiliée, allait la donner à toute la concurrence de la façon la plus éclatante qui soit. C'est sur ce terreau, sur cette culture de l'allègement héritée de la Dyna, que germe notre héroïne. Nous sommes au mois de juin 1959, quand la marque présente sa nouvelle berline. Mais attention, il ne s'agit pas d'une création entièrement nouvelle sortie du néant. La PL17 est en réalité une évolution habile, un restylage profond de la Dyna Z qui la précédait. Et là, il faut rendre hommage au flair des stylistes, parce que le contexte esthétique de l'époque leur imposait un vrai défi. Les formes rondes, bombées, généreuses qui avaient charmé le début des années 50 commençaient à sentir le réchauffer. Le goût du public basculait vers autre chose, vers des lignes plus tendues, plus modernes, plus affirmées. Rester rond en 1959, c'était déjà paraître démodé. Alors les hommes de Panard retroussent leurs manches et retravaillent la voiture aux deux extrémités. L'avant est redessiné, la poupe est retouchée, le tout dans un style nettement plus anguleux, plus contemporain, qui rompt avec la douceur bombée de la génération précédente. Le résultat n'est peut-être pas le plus élégant qui soit, avouons-le entre passionnés, mais il a le mérite d'être dans l'air du temps, de donner à cette familiale un visage résolument tourné vers les années 60 qui s'annoncent. Et surtout, sous cette nouvelle robe, tout le savoir-faire de la légèreté demeure intact, prêt à surprendre. Reste le mystère du nom, PL17. Voilà bien une appellation qui a de quoi intriguer, non? Pourquoi ces deux lettres? Pourquoi ce nombre? Les deux lettres, elles, sont limpides une fois qu'on connaît l'histoire de la maison. PL, comme Panard et Levasseur, un clin d'œil respectueux aux deux fondateurs, une manière de porter fièrement l'héritage des pionniers. Mais le nombre 17, lui, cache une petite énigme charmante. D'où sort-il? La réponse est presque poétique dans sa logique. 17,
c'est la somme de 5 plus 6 plus 6. Un calcul qui peut sembler abscon au premier abord, mais qui condensait dans un seul chiffre toute une série de caractéristiques que la marque voulait mettre en avant. Comment ne pas sourire devant cette manière si particulière, si typiquement Panhard, de baptiser une voiture non pas avec un nom flatteur ou une référence géographique, mais avec une addition presque mathématique. Et c'est peut-être là, dans ce petit détail du nom, que se révèle toute l'âme de cette marque à part. Là où les autres constructeurs cherchaient des appellations vendeuses, évocatrices de vitesse ou de luxe, Panhard restait fidèle à son caractère d'ingénieur, un peu cérébral, un peu à côté des modes, terriblement attachant pour qui aime les histoires singulières. Cette voiture ne cherchait pas à séduire par le clinquant. Elle assumait d'être ce qu'elle était, une berline familiale intelligente, pensée par des gens qui aimaient résoudre les problèmes autrement que le voisin. Mais soyons honnêtes, une jolie philosophie de la légèreté et un nom rigolo ne suffisent pas à expliquer un exploit sportif. On ne gagne pas dans la neige des Alpes avec de la poésie mécanique. Alors qu'est-ce qui, concrètement, faisait de cette familiale d'apparence si paisible une redoutable avaleuse de kilomètres capable d'aller défier des voitures de course? Qu'y avait-il vraiment sous le capot de cette PL17 pour qu'elle transforme son plus grand handicap apparent, sa minuscule cylindrée, en arme fatale? Car voilà tout le sel de l'affaire. Chaque fois qu'un curieux soulevait le capot de cette Panhard et découvrait ce qui l'animait, la même expression d'incrédulité se peignait sur son visage. Ce n'était pas un moteur d'automobile comme on l'entendait alors, c'était autre chose. Quelque chose de tellement inattendu, de tellement à contre-courant de tout ce que faisait l'industrie, qu'il fallait presque le voir tourner pour y croire. Et ce cœur mécanique improbable, ce petit bloc qui semblait tout droit sorti d'un autre univers, c'est lui, et lui seul, qui explique le miracle de Monte-Carlo. Ce cœur mécanique, donc, n'avait rien à voir avec ce que produisaient les autres. Imaginez le tableau, 2 cylindres seulement, mais disposés à plat, l'un face à l'autre, dans une architecture que les mécaniciens appellent le bicylindre à plat. Un moteur 4 temps, d'une cylindrée de 851 cm3, une valeur qui glissera plus tard à 848, et refroidi non pas par de l'eau, comme l'écrasante majorité des automobiles de son temps, mais par l'air. De l'air soufflé, brassé énergiquement par une turbine, une sorte de ventilateur qui projetait le flux là où il fallait pour empêcher la surchauffe. Pas de radiateur encombrant, pas de circuit d'eau lourd et fragile, pas de liquide à surveiller, juste de l'air et de la mécanique dépouillée à l'essentiel. Comprenez-vous à quel point c'était un choix à contre-courant? Pendant que toute l'industrie s'enfonçait dans des moteurs de plus en plus gros, de plus en plus lourds, avec 4 ou 6 cylindres alignés et des systèmes de refroidissement complexes, Panhard soufflait de l'air sur 2 malheureux pistons et osait mettre ce bloc dans une berline de 6 places. Franchement, sur le papier, cela ressemblait à une provocation. Un moteur qui, par sa conception même, sa cylindrée, sa philosophie, appartenait davantage à l'univers de la motocyclette qu'à celui de la grande routière familiale. Et pourtant, ce petit cœur nerveux développait une puissance étonnante pour sa taille, environ 42 chevaux dans sa version courante et jusqu'à 50 dans la version plus musclée, baptisée Tigre. 50 chevaux tirés de moins de 900 cm3, à une époque où beaucoup de moteurs bien plus volumineux peinaient à faire mieux, voilà qui commandait déjà le respect des connaisseurs. Mais la puissance brute, ce n'était même pas le plus impressionnant. Le vrai secret, le tour de magie, résidait dans le mariage de ce moteur avec la carrosserie ultra légère héritée de toute la culture maison. Réfléchissez à la mécanique élémentaire de la chose. Un moteur modeste qui doit propulser une voiture légère n'a pas besoin de forcer. Il tourne à l'aise, il consomme peu, il chauffe peu, il s'use peu. Et une voiture qui pèse peu, c'est une voiture qui change de direction avec une aisance déconcertante, qui ne se laisse pas embarquer par son propre poids dans les courbes, qui reste posée, précise, obéissante. Voilà pourquoi cette familiale d'allure si sage tenait la route mieux que bien des machines réputées sportives. Non pas malgré son petit moteur, mais grâce à toute la logique de légèreté qui l'entourait. C'était brillant de simplicité, et c'est exactement le genre d'élégance technique qui me fait aimer cette marque. Seulement voilà, aussi maligne soit-elle sur une route de campagne, cette recette n'aurait jamais suffi à triompher dans une épreuve aussi féroce que le Grand Rallye monégasque si un autre facteur, presque invisible pour le grand public, n'était venu se glisser dans l'équation. Et ce facteur, c'est le règlement. Oui, le règlement, cette chose ennuyeuse que personne ne lit
et qui décide pourtant du sort des courses. Car dans un rallye, tout ne se joue pas uniquement à la vitesse pure. On ne compare pas bêtement une grosse cylindrée et une petite en les jetant sur la même ligne. Il existe des catégories, des classes et surtout des systèmes de correction destinés à rétablir une forme d'équité entre des voitures très différentes. Et à Monte-Carlo, à cette époque, le règlement reposait sur un mécanisme redoutablement favorable aux petites cylindrées. On parlait de calcul à base de racines carrées, une formule mathématique appliquée aux performances qui, dans les faits, pénalisait lourdement les voitures à gros moteurs et avantageait celles dont la cylindrée restait modeste. Est-ce que vous saisissez ce que cela impliquait pour notre petit Panhard? Là où une grosse et puissante concurrente devait non seulement rouler vite, mais aussi surmonter le handicap imposé par sa cylindrée généreuse, la PL17 avançait presque en terrain conquis. Elle appartenait à la catégorie des moins de 1000 cm3, ce sanctuaire où sa légèreté, sa sobriété et sa fiabilité faisaient d'elle une adversaire quasiment intouchable. Quasiment invincible, le mot n'est pas trop fort. Dans sa classe, celle des petites cylindrées jusqu'à 1000 cm3, le Panhard n'avait pratiquement pas d'égal. Il devançait les auto-unions, il laissait derrière lui les DKW, il reléguait la Dauphine et surtout, il faisait mordre la poussière à la NSU, cette rivale qu'il tenait particulièrement à distance. Pensez-y un instant, une marque qu'on avait rayée des grands plans nationaux, qu'on croyait bonne pour le musée, disposait en réalité de l'outil parfait, presque taillé sur mesure pour exploiter les subtilités du règlement le plus prestigieux du calendrier. N'est-ce pas là une magnifique ironie du destin ? La légèreté née de la pauvreté et de la débrouille se transformait sur le terrain réglementaire en avantage décisif. Et c'est cette conjonction quasi miraculeuse qui rend l'affaire si savoureuse. D'un côté, une voiture pensée dès l'origine pour peser le moins possible, animée par un moteur d'une frugalité exemplaire et d'une robustesse à toute épreuve. De l'autre, un cadre de compétition dont les règles semblaient avoir été écrites exprès pour récompenser précisément ces qualités-là. La technique et le règlement se donnaient la main pour offrir à Panhard une occasion en or. Rester à la saisir, rester à envoyer ces berlines improbables dans l'enfer blanc des routes de montagne, au milieu des meilleurs équipages du continent, et à voir si la théorie se vérifierait sur le terrain le plus impitoyable qui soit. Car une chose est de dominer sur le papier, dans les colonnes d'un règlement et les calculs des ingénieurs. Autre chose est de survivre à des centaines de kilomètres de verglas, de neige fondue, de nuits glacées et de cols traîtres, là où la moindre défaillance, le moindre écart, la moindre erreur d'appréciation peut anéantir des mois de préparation en une seconde. C'est sur cette scène-là, la seule qui compte vraiment, que la légende de la PL17 allait s'écrire pour de bon. L'arrivée, justement, parlons-en, car c'est là que tout s'est joué, et c'est là que la théorie a rencontré la réalité brutale du bitume gelé. Sur les routes de ce rallye de 1961, les conditions furent exactement celles que redoutent les équipages et qu'adorent, secrètement, les voitures bien nées. Du froid, de la neige, ces épisodes de dégel traître où la chaussée se couvre d'une pellicule d'eau glacée qui transforme le moindre virage en piège mortel. Dans ce genre d'environnement, la puissance brute ne sert à rien. Pire, elle devient un danger. Une grosse voiture nerveuse, lourde du nez, avec des chevaux qu'elle peine à faire passer au sol, se met à patiner, à déraper, à trahir son pilote au pire moment. Tandis qu'une machine légère, docile, prévisible, se faufile avec une assurance presque insolente là où les autres luttent pour ne pas finir dans le décor. Et c'est précisément ce spectacle-là que les Alpes ont offert. Pendant que les favoris s'échinaient à dompter des mécaniques trop généreuses sur des routes qui ne pardonnaient rien, les Panhard, elles, faisaient leur travail avec un flegme déconcertant. Au volant de l'une d'elles, l'équipage formé de Maurice Martin et de Roger Bateau écrivait, kilomètre après kilomètre, une page qui allait rester gravée dans l'histoire de la marque. Ces deux hommes n'avaient pas la voiture la plus puissante du plateau, loin de là. Mais ils avaient entre les mains l'outil le mieux adapté aux circonstances, et surtout, ils savaient l'exploiter avec ce mélange de finesse et de sang-froid qui fait les grands rallymen. Comment ne pas être saisi d'admiration devant ce genre d'exploit, où l'intelligence et la maîtrise l'emportent sur la simple force? Le résultat fut tout bonnement retentissant. Quand les voitures franchirent enfin la ligne, après cette épreuve d'endurance impitoyable, Panhard réalisa l'impensable. 3 de ces berlines se hissèrent aux 3 premières places de leur catégorie, avec l'équipage de Maurice Martin et Roger Bateau au sommet. Pour la toute première fois,
La marque grimpait sur la plus haute marche de ce rallye mythique. Mesurez bien l'événement. Cette maison qu'on avait mise au rebut, cette pionnière qu'on avait cru condamnée, se retrouvait tout en haut de l'affiche du rendez-vous le plus prestigieux, sous les yeux d'une Europe automobile médusée. La revanche était totale, éclatante, indiscutable. Mais il y a un chiffre dans cette aventure qui m'impressionne peut-être encore plus que la victoire elle-même. Sur 11 panards engagés dans l'épreuve, 9 rallièrent l'arrivée. 9 sur 11. Prenez la mesure de cette statistique. Un rallye de cette dureté, sur ces routes hostiles, décime habituellement les engagés. Les abandons pleuvent, les moteurs rendent l'âme, les boîtes cassent, les voitures s'immobilisent au bord des routes enneigées. Et voilà qu'une écurie parvient à ramener au bout la quasi-totalité de ses machines. Cette fiabilité stupéfiante, cette robustesse à toute épreuve n'était pas un hasard, mais l'aboutissement direct de toute la philosophie de la marque. Un moteur peu sollicité parce que la voiture est légère, donc un moteur qui ne casse pas, qui encaisse, qui tient bon là où d'autres explosent. La légèreté, une fois de plus, se révélait payante jusque dans la survie mécanique. Alors, que se passe-t-il quand une marque discrète, presque oubliée, réussit un coup pareil sur la scène la plus regardée du continent? Il se passe une chose merveilleuse pour ses affaires. Le triomphe sportif se transforme en formidable tremplin commercial. Du jour au lendemain, cette PL17 que le grand public regardait avec une sympathie polie devint une voiture désirable, auréolée du prestige de la victoire, et les chiffres de vente s'envolèrent d'une manière spectaculaire. Prenez l'exemple de la Belgique, où se déroulait l'assemblage de la première série de la voiture. On y passa de 1271 exemplaires écoulés en 1959 à 3911 l'année suivante, en 1960. Une progression foudroyante, le genre de bond qui fait rêver n'importe quel directeur commercial. Au total, cette version produite là-bas atteindra le chiffre remarquable d'environ 35 408 unités. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point une victoire en compétition pouvait, à cette époque, bouleverser à ce point le destin d'un modèle? Le client de la fin des années 50 et du début des années 60 achetait un peu du rêve de Monte-Carlo en s'installant au volant de sa familiale. Il ne conduisait plus seulement une voiture pratique et économique, il conduisait une championne, une gagnante, une voiture qui avait humilié des adversaires bien plus prestigieux dans l'enfer blanc des cols alpins. Le marketing par la preuve sportive, dans toute sa splendeur. Et Panhard, cette fois, eut l'intelligence de battre le fer tant qu'il était chaud. Fort de ce succès retentissant, le constructeur enrichit sa gamme pour capitaliser sur l'engouement. On vit apparaître des versions plus cossues, plus luxueuses, destinées à séduire une clientèle prête à mettre un peu plus pour un peu plus de confort et de standing. On proposa des sièges spécialement conçus pour offrir le maximum d'agréments aux passagers, portant le nom de Relmax, promesse d'un voyage douillet sur les longues routes de France. Et pour couronner cette montée en gamme, la marque lança même, en 1961, une version découvrable, un cabriolet, cette carrosserie qui apporte toujours une touche de glamour et d'élégance à une gamme, et qui vient rappeler que même une marque d'ingénieurs cérébraux sait, à l'occasion, faire rêver. Il y a d'ailleurs un détail dans cette évolution qui me ravit particulièrement, parce qu'il en dit long sur les curiosités d'ingénierie de la maison. À partir de cette même année, les portières avant de la voiture furent enfin repensées pour s'ouvrir dans le bon sens, dans le sens de la marche, comme sur la quasi-totalité des automobiles modernes. Car figurez-vous qu'auparavant, elles s'ouvraient à l'envers, à contresens, selon ce principe que l'on surnommait les portes suicides, jugées peu pratiques et discutables en matière de sécurité. Voir Panhard rentrer enfin dans le rang sur ce point précis, au moment même où elle vivait son heure de gloire, a quelque chose de touchant et d'un peu cocasse. Comme si la vieille dame, portée par le succès, acceptait enfin quelques concessions à la modernité. Mais croire que l'histoire s'arrête sur ce sommet serait une erreur, car après un tel triomphe, la question qui brûle les lèvres est simple. Comment prolonger la fête? Comment transformer un exploit sportif en légende durable? Et surtout, comment conquérir de nouveaux horizons bien au-delà des frontières françaises? La suite de l'aventure de la PL17 allait emmener cette improbable championne beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine, sur des routes que personne, dans les bureaux de la marque, n'aurait osé rêver quelques années plus tôt. Ces nouveaux horizons, Panhard décida de les conquérir de la manière la plus spectaculaire et la plus audacieuse qui soit. Une victoire dans la neige des Alpes, aussi éclatante fut-elle, ne prouvait qu'une chose:
La voiture savait briller sur un terrain précis, dans des conditions précises, le temps d'une épreuve. Mais la marque voulait démontrer bien davantage. Elle voulait établir, aux yeux du monde entier, que cette berline légère n'était pas seulement rapide et maligne dans un rallye, mais qu'elle était aussi d'une endurance et d'une solidité à toute épreuve, capable d'encaisser les pires conditions sur des distances que le commun des automobiles n'affrontait jamais. Alors, les responsables imaginèrent un défi hors norme, une véritable épopée routière. Ils lancèrent la voiture dans une expédition ahurissante à travers 16 pays d'Asie, un périple qui s'étala sur 9 mois entiers. 9 mois. Prenez la mesure de cette folie magnifique. 9 mois à traverser des contrées lointaines, des climats extrêmes, des routes qui n'en étaient parfois même pas, des pistes défoncées, des zones où la moindre panne signifiait des jours d'immobilisation loin de tout atelier. Et à travers cette traversée titanesque, la marque martelait un message limpide. Si notre petite familiale survit à cela, si elle avale ces milliers de kilomètres hostiles sans faiblir, alors plus personne ne pourra douter de sa robustesse. Quelle démonstration! Là où d'autres se contentaient de brochures flatteuses et de promesses commerciales, Panhard envoyait littéralement sa voiture au bout du monde pour prouver ce qu'elle valait. J'avoue nourrir une tendresse particulière pour ce genre de panache, cette manière de croire si fort en son produit qu'on ose le jeter dans l'aventure la plus périlleuse. Fort de tous ses exploits, sportifs et routiers, il devenait tentant de regarder au-delà de l'Europe, vers ce marché immense et fascinant qui faisait rêver tous les constructeurs de la planète, les États-Unis. Et Panhard tenta sa chance de l'autre côté de l'Atlantique avec une idée marketing plutôt habile. Pour séduire le client américain, la marque créa une gamme spéciale aux noms évocateurs, des appellations qui sentaient bon la Côte d'Azur, le prestige et la victoire. Elle baptisa certaines versions Nice, du nom de la ville chic de la Riviera, et d'autres Monte-Carlo, en hommage direct à ce triomphe qui avait tout déclenché. L'intention était limpide, vendre à l'Amérique un morceau de glamour français, l'élégance de la French Riviera associée aux frissons de la compétition. Sur le papier, l'idée avait de l'allure. Dans les faits, hélas, ce fut un échec presque comique par son ampleur. Les ventes américaines ne furent que symboliques, dérisoires même. On parle de 179 voitures écoulées là-bas en 1961. Et puis, l'année suivante, en 1962, la chute vertigineuse jusqu'à 11 malheureux exemplaires. 11! Comment ne pas sourire, un peu tristement, devant un tel contraste? Cette voiture couronnée de gloire en Europe, cette championne de Monte-Carlo, ne parvint jamais à convaincre le géant américain, qui roulait alors dans des paquebots chromés aux moteurs gargantuesques et n'avait que faire d'une frêle berline à 2 cylindres refroidie par air, aussi méritante fut-elle. Et voilà qui nous conduit à l'ironie la plus profonde, la plus savoureuse de toute cette histoire, celle qu'il faut avoir en tête pour comprendre vraiment la PL17. Cette voiture était célébrée comme une gloire du sport automobile. Elle était auréolée d'une réputation de battante, de tueuse de Porsche et de NSU dans la montagne. Et pourtant, elle n'avait absolument rien d'une sportive au sens propre. Ce n'était pas un bolide, pas une voiture de course, pas même une routière véloce taillée pour l'exploit. C'était, fondamentalement, une paisible berline familiale dotée d'un tout petit moteur conçu pour transporter une famille et ses bagages de la manière la plus économique possible. Et c'est exactement là, dans ce grand écart vertigineux entre son image de gagnante et sa nature de bonne voiture à tout faire, que réside tout son charme irrésistible. N'est-ce pas là le plus beau des paradoxes automobiles? Alors comment une telle histoire finit-elle? Comment une marque qui venait de signer un pareil coup d'éclat, qui avait relevé la tête si haut après avoir été piétinée, a-t-elle pu malgré tout s'éteindre? Car c'est bien là le dénouement, aussi cruel que réel. Le triomphe de Monte-Carlo, l'envolée des ventes, l'épopée asiatique, tout cela ne suffit pas à sauver durablement la doyenne. Une victoire, aussi belle soit-elle, ne remplace jamais une santé financière solide sur le long terme, ni les moyens colossaux qu'exige la course automobile permanente face à des géants toujours plus puissants. La petite marque légère, malgré son génie, restait fragile, et le rapport de force avec les mastodontes de l'industrie demeurait cruellement déséquilibré. Peu à peu, l'indépendance de la maison s'effaça au profit d'un acteur bien plus grand, bien plus solide, Citroën, qui prit progressivement le contrôle et finit par absorber la vieille pionnière. Quelle étrange revanche du destin, quand on y pense. La doyenne de toutes les marques, celle qui avait tout inventé, tout défriché,
terminer sa course dans le giron d'un constructeur né des décennies après elle. Le pionnier absorbé par ses cadets, l'inventeur rattrapé puis effacé par ceux qui avaient marché dans ses traces. Il y a dans ce basculement quelque chose de profondément mélancolique, presque shakespearien, qui donne à toute cette aventure une gravité inattendue. Et pourtant, malgré cette fin, malgré la disparition de la marque, quelque chose a survécu. Quelque chose que ni les rachats, ni les faillites ne peuvent effacer, le souvenir. Car cette familiale improbable, cette PL17 à moteur de moto, est restée gravée dans la mémoire des Français. Elle incarne à merveille cet esprit d'ingéniosité, de débrouille et d'audace tranquille qui a marqué toute une époque. Elle rappelle ce temps où l'on pouvait, avec de l'intelligence plutôt qu'avec des moyens démesurés, aller défier les plus grands et les faire plier. Elle est le symbole magnifique de la petite qui terrasse les gros, du cerveau qui bat les muscles, du rendement qui triomphe de la puissance brute. Et c'est peut-être pour cela, au fond, qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'elle nous ressemble un peu, parce qu'elle nous prouve qu'avec de la finesse et du culot, même le plus modeste peut écrire une page glorieuse. Voilà toute l'histoire de cette étonnante championne mal aimée, de cette pionnière déchue qui, le temps d'un hiver, a fait trembler l'élite automobile européenne. Une histoire de revanche, d'ingéniosité et de panache, comme je les aime. Si cette aventure vous a plu, si vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que moi à vous la raconter, faites-le savoir. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Partagez en commentaire vos souvenirs ou votre avis sur cette panard hors du commun. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires de ces automobiles françaises qui ont marqué leur temps. Votre soutien fait vivre ces récits, alors rejoignez-nous et à très bientôt sur la route de la prochaine légende.